Partie 11. L'intime que l'on garde pour soi. Il y a des silences qui vous collent à la peau plus que les cris. D'âmes absences qui vous remplissent plus que les présences. Pour Élise, Adrien était désormais ce genre de silence-là. Un battement. Constant, à peine perceptible, mais toujours là. Elle ne cherchait plus à combler le vide. Elle apprenait à y habiter. Ce n'était pas un renoncement. C'était une transformation. Elle relisait son carnet, parfois en petites doses. Comme on prend un poison lent, conscient que chaque mot ouvre une porte vers un souvenir enfoui. Mais elle ne s'y noyait plus. Elle lisait, elle fermait, et elle continuait. Elle commença à écrire à son tour, pas pour répondre, pour tracer ses propres contours, pour se relire, se retrouver. D'âme fragments de sensations, d'âme lettres qu'elle n'enverrait jamais, d'âme pensées qu'elle n'aurait jamais osé dire à voix haute. Ce n'était pas de la thérapie. C'était une forme de renaissance, intime, invisible, profonde. Un jour, au musée, une jeune femme s'approcha d'elle. Stagiaire, timide. Elle tenait un carnet de croquis contre elle. « Vous êtes Élise, celle de l'exposition. » Du peintre, Adrien. Élise la regarda, un long moment, puis répondit, très doucement: « Non. Je suis Élise, juste Élise. » La jeune femme sourit. Et à ce moment précis, elle comprit, elle n'était plus définie par quelqu'un d'autre. Elle visita une librairie. Elle flâna. Elle caressa les couvertures. Elle tomba sur un ouvrage rare, un recueil de lettres d'amour non envoyées, écrites par des anonymes. Une page était marquée. Elle l'ouvrit. « Tu n'as jamais su tout ce que je me suis tue pour te laisser exister. Mais c'est dans ce silence-là que je me suis retrouvée. » Elle sourit. Et pour la première fois, elle acheta un livre pour le laisser, volontairement, dans un banc public. Un geste qu'Adrien aurait compris, un message qu'il aurait aimé. Ce soir-là, elle rentra chez elle, et sans raison, elle se regarda longuement dans le miroir. Pas pour se maquiller, pas pour vérifier une mèche, juste pour se voir, elle. Et, dans ce regard nu, elle vit la femme qu'elle était devenue. Pas une victime, pas une amante abandonnée. Pas une muse, une femme entière, avec ses failles, ses désirs, ses contradictions, et surtout sa propre voix. Il y avait encore des nuits où elle rêvait d'Adrien, mais ce n'était plus des cauchemars, ni des regrets, c'étaient des souvenirs qui la traversaient doucement, comme une caresse qu'on attend plus. Et quand elle se réveillait, elle souriait, parce qu'elle savait que l'histoire était là, dans son corps, dans sa peau, dans sa façon de vivre et d'aimer. Désormais, autrement. Partie 12. L'absence comme présence. La fin d'une histoire ne signifie pas nécessairement la disparition de ses traces. Elle s'infiltre dans les moindres recoins du quotidien, comme une brise que l'on reconnaît, même les yeux fermés. Élise, désormais, savait vivre avec. Elle n'attendait plus Adrien. Mais il n'avait pas disparu. Il existait en elle autrement. Et chaque jour, quelque chose d'elle se redessinait dans cette absence pleine. Un matin, elle se surprit à rire seule en se souvenant d'un détail absurde, d'une dispute idiote à Florence à propos d'une bouteille de vin mal bouchée. Il avait prétendu que ça le rendait nerveusement instable. Elle avait rétorqué qu'il l'était déjà. Puis ils avaient éclaté de rire, en s'embrassant au milieu des draps. Ce souvenir-là ne lui faisait plus mal. Il était doux, presque léger. Elle s'était remise à peindre, ce qu'elle n'avait jamais osé faire en sa présence. Adrien était le créateur, le talent, le regard. Elle était l'objet, la présence, le silence. Maintenant, elle laissait ses mains parler. Dame toile abstraite, dame visage flou, dame texture violente parfois, et souvent, une silhouette, pas clairement identifiable, mais toujours là. Elle exposa une première fois, dans une galerie confidentielle du 11e arrondissement. Peu de monde, peu de mots. Mais une femme s'approcha d'elle à la fin, une inconnue. Elle désigna une toile. Cette silhouette. C'est lui. Élise sourit. Ce n'est pas lui. C'est ce que j'ai retenu de lui. Et la femme répondit, alors c'est encore plus vrai. Elle reçut un jour une lettre, sans expéditeur. L'écriture n'était pas celle d'Adrien. Mais, à l'intérieur, une page. Un passage manuscrit. Extrait d'un journal intime. C'était lui. Un dernier fragment. Si elle me survit, je veux qu'elle sache que l'amour que j'ai porté était réel, même dans l'erreur, même dans la fuite.
même dans le silence. Je ne l'ai jamais aimé de façon saine, mais je l'ai aimé à en perdre le monde. Aucune autre information, rien, juste cette page. Élise la lutte. Puis, lentement, elle l'enferma dans une enveloppe et la déposa dans une boîte scellée qu'elle n'ouvrirait plus. Pas par rejet, par choix, parce qu'elle n'avait plus besoin de preuves. Elle vivait, elle s'autorisait à aimer autrement, par petites touches, un regard échangé avec un inconnu dans un café, un frisson au théâtre, un sourire en rentrant chez elle. Elle n'idéalisait plus, elle n'attendait plus de ravages, elle cherchait la justesse, et dans cette justesse, peut-être un jour, quelqu'un, mais ce ne serait plus Adrien, et ce ne serait pas une trahison, ce serait la suite. Partie 13. Ce que le corps n'efface jamais avec le temps, le corps oublie certains gestes, mais jamais certaines sensations. Élise marchait désormais dans Paris avec une aisance nouvelle, comme si chaque rue lui appartenait un peu. Elle n'était plus la même, mais elle n'avait pas changé. C'était plus subtil, une présence, une densité. Elle ne portait plus Adrien en elle comme une brûlure. Il était devenu un tatouage invisible. Il n'était plus son manque. Il était sa mémoire. Certains jours, elle le sentait plus fort. Une lumière sur un mur, un mot dans un livre, un souffle chaud dans son cou quand elle se levait avant l'aube. Et elle ne luttait plus contre ça. Elle acceptait. Parce qu'accepter n'était plus se résigner. C'était vivre avec. Un matin, elle reçut un message vocal. Voix inconnue. Accent italien. Hésitant. Bonjour. Je suis Carlo, le cousin d'Adrien. Je vous ai cherché longtemps. Je suis tombé sur une lettre écrite pour vous. Il me l'a confiée il y a des années. Et je pense que c'est maintenant que vous devez la lire. Elle resta figée. Puis elle rappela. Carlo lui parla longuement. D'Adrien. De ses dernières années. De ses silences. De ses efforts. De ses fuites. Et enfin il lui dit. Il vous a aimé plus qu'il n'a jamais pu le dire. Et il voulait que ce soit vous qui choisissiez comment l'histoire devait finir. Il lui envoya la lettre. Élise ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle la garda 3 jours. Puis, un dimanche matin, au café de la place où elle allait depuis des années, elle la déplia lentement. L'écriture était plus instable, mais encore reconnaissable. Élise, je ne sais pas si tu si tu m'as oublié, ou si, comme moi, tu respires encore avec notre histoire dans les poumons. Je n'ai jamais su te dire les bons mots, mais je veux que tu saches ceci, tu es la seule lumière que j'ai connue, même dans ma nuit. Et si je n'ai pas su marcher avec toi, je te laisse ces mots pour que tu marches plus légère, sans moi, mais avec tout ce que tu es devenu. Pas de date, pas de signature, juste ces lignes. Elle referma la lettre. Ses mains tremblaient, mais pas de douleur, pas de tristesse, une chaleur, une confirmation. Elle était libre. Non parce qu'il était parti, mais parce qu'il lui avait rendu ce qu'elle avait déposé entre ses mains elle-même. Ce soir-là, elle peignit, jusqu'à l'aube, d'âme couleur qu'elle n'avait jamais osé utiliser, d'âme forme éclatée, nouvelle, et au centre de la toile, une ligne noire, fine, droite. Elle ne la toucha plus. Elle savait ce que c'était, le vestige, mais aussi l'origine. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici. Partie 9. Le deuil de ce qui aurait pu être elle jours passèrent, et avec eux s'étiolait la dernière trace physique d'Adrien dans l'appartement d'Élise. Mais dans son esprit, c'était tout l'inverse. Son souvenir se densifiait, pas comme un regret, pas comme un manque, mais comme une racine vivante, douloureuse, qui s'enfonçait plus profondément. Elle rêvait de lui, bien sûr, mais pas de leur passé, de ce qu'ils n'avaient pas encore vécu. Et c'était peut-être ça, le plus cruel, le fantôme de ce qui aurait pu être. Les premiers jours, elle tenta de reprendre sa routine. Elle alla au musée, prépara son thé, relut ses romans, mais tout sonnait faux. Sa main glissait sur les archives sans les lire vraiment. Son corps était là, son esprit ailleurs. Elle s'étonnait elle-même de ne pas sombrer dans la colère, ni dans la tristesse. Ce qu'elle ressentait était plus subtil, plus froid, comme un calme après un naufrage. Un calme où l'on sait que le rivage est loin,
Un soir, elle retrouva une note glissée dans un livre qu'elle n'avait pas ouvert depuis Florence. Une écriture à peine reconnaissable, plus nerveuse qu'avant. Je reviendrai quand j'aurai cessé de fuir, mais peut-être qu'alors tu ne m'attendras plus. Et ce sera juste. Cette fois, elle ne pleura pas. Elle referma le livre, le rangea, et alla dormir. Les semaines passèrent. Elle commença à marcher plus souvent, la nuit, dans Paris, sans but. Elle observait les couples, les solitudes, les lumières. Elle ne cherchait plus Adrien. Elle cherchait autre chose. Elle. Mais ce qu'elle découvrait d'elle-même n'était pas ce qu'elle attendait. Il y avait une froideur nouvelle, une lucidité qui coupait net tout élan. Et au milieu de cela, un vide. Elle réalisa qu'elle avait vécu à travers lui. Même dans son absence, elle avait été latente. La mémoire, la douleur, mais pas vraiment elle-même. Un jour, elle reçut un appel. Un inconnu, un galeriste. Il voulait organiser une rétrospective sur le travail d'Adrien. Il avait trouvé ses carnets, ses dessins, ses toiles, et surtout une série entière intitulée Élise. Ombre et clarté. Elle resta silencieuse. L'homme au téléphone poursuivit, il n'a jamais rien vendu. Il gardait tout. C'est vous partout, même dans les œuvres où vous n'êtes pas. Elle accepta de le rencontrer, et quand elle vit les toiles, quelque chose en elle se déchira. C'était elle, mais une elle qu'elle ne connaissait pas. Une femme plus forte, plus nue, plus présente. Une femme qui regardait le spectateur comme si elle le défiait de détourner les yeux. C'est ce jour-là qu'elle comprit. Adrien l'avait vue, vraiment. Et elle s'était cachée derrière lui. La rétrospective eut lieu 2 mois plus tard. Succès critique. Elle resta à l'écart, ne parla à personne. Mais à la fin, elle entra seule dans la salle vide, face à la plus grande toile. Elle s'en approcha, très près, et sur le cadre, gravé discrètement, « Tu étais mon miroir, et j'ai fui ce que j'y ai vu ». Alors seulement, elle pleura, mais pas pour lui, pour elle, parce qu'elle était enfin là, entière, même dans le manque. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici. Partie 10, là où commence le retour. Le retour à soi n'est pas un chemin droit, c'est un labyrinthe. Une suite de pas hésitants, de demi-tours, de détours imprévus. Pour Élise, ce retour fut lent, sans éclat. Il n'y eut pas de renaissance. Juste une transformation, invisible à l'œil nu, mais profonde. Adrien n'était plus là. Mais il n'était pas vraiment parti. Il vivait dans la ligne d'un livre, dans l'écho d'un silence, dans le souffle qu'elle retenait encore quand elle entrait dans une pièce vide. Elle ne cherchait plus de réponse. Elle avançait. Elle reprit son travail au musée avec une attention nouvelle. Elle regardait les tableaux autrement. Comme si, désormais, elle comprenait non seulement ce qu'il montrait, mais aussi ce qu'il cachait. Un jour, devant une toile de la Renaissance représentant une femme en deuil, elle murmura « On ne pleure jamais ce qu'on a perdu. On pleure ce qu'on n'a jamais pu dire ». Une stagiaire à côté d'elle l'entendit, et ne dit rien. À la maison, Élise changea l'ordre des choses. Elle déplaça les meubles, jeta les anciennes fleurs séchées, ouvrit les fenêtres plus souvent. Parfois, elle se surprenait à danser seule dans le salon, juste pour sentir son corps exister. Elle ne portait plus de noir tous les jours. Elle écrivait, pas pour lui, pour elle, d'âmes fragments, d'âmes sensations, d'âmes images qu'elle n'avait jamais osé partager. Et parfois, dans ses textes, il revenait, Adrien, pas comme un amant, mais comme un miroir, un témoin. Un matin d'hiver, elle reçut un colis, sans nom, sans adresse identifiable. À l'intérieur, une boîte en bois, fermée par une simple ficelle. Elle l'ouvrit avec précaution. Il y avait un carnet, et une seule phrase sur la première page, ce n'est pas une fin. C'est une autre forme de présence. C'était son écriture. Elle lut les pages suivantes. Pas une lettre, un journal. D'âmes-jours entiers décrits avec lenteur, avec douleur, parfois avec tendresse. Ils parlaient de leur nuit à Florence, de leur absence, de la peur qu'il avait encore, de l'envie de revenir, de la peur de revenir. Mais surtout, il écrivait sur elle, sur la force qu'elle ignorait avoir, et sur ce qu'il voyait en elle, même quand elle ne le regardait pas.
Chaque page était une confession, mais aussi un adieu, pas un adieu tragique, un adieu doux, respectueux, un adieu qui disait « Je t'aime encore, mais je te laisse vivre ». Élise referma le carnet, elle le serra contre elle. Puis, lentement, elle sortit, traversa la ville à pied, jusqu'au bord de la Seine. Là, elle s'assit sur un banc et relut un passage. « Je ne suis jamais vraiment partie. Je suis restée dans la façon dont tu touches les livres, dans l'inclinaison de ta tête quand tu écoutes une œuvre, dans la main que tu poses sur ton cœur sans t'en rendre compte. » Elle ferma les yeux. Le vent lui caressa le visage. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une paix étrange. Pas parce qu'il allait revenir, parce qu'il faisait partie d'elle, désormais. Pas comme une absence, mais comme une note, persistante et douce. Partie 7. Les ombres que l'on emporte la nuit tomba doucement sur Étretat, enveloppant la chambre 19 dans une obscurité feutrée, presque irréelle. Le monde semblait s'être réduit à ce lit, à ce souffle partagé, à cette présence à peine croyable. Élise était allongée sur le côté, les yeux ouverts, regardant le plafond comme s'il allait lui révéler ce qu'elle n'osait demander. Adrien dormait près d'elle, ou du moins, il prétendait dormir. Sa respiration était lente, calme, mais ses mains trahissaient une tension sourde. Elle bougeait parfois, s'agrippait au drap, comme s'il luttait contre un rêve ou contre une mémoire trop forte. Élise le regardait dans la pénombre en silence, et elle se demandait combien d'ombres un homme peut-il porter avant de s'effondrer. Le lendemain matin, Adrien n'était pas dans la chambre. Elle le trouva sur la falaise, assis sur un banc, le regard tourné vers l'horizon, une cigarette à la main, mais éteinte. Ses cheveux volaient dans le vent. Il avait l'air abs, comme s'il appartenait à un autre monde. Quand elle s'approcha, il parla avant même qu'elle s'asseye. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle se figea. Il tourna les yeux vers elle. « Quelque chose que j'ai caché, même à moi. » Elle attendit. « Tu te souviens de la dernière nuit à Naples ?» Elle hocha la tête. « Tu dormais. Je suis sortie. J'ai reçu un appel. Mon frère. Il était à Rome. En crise. Je t'ai laissé là. Je t'ai abandonné parce que j'ai cru pouvoir le sauver. » Il inspira profondément. Mais je suis arrivée trop tard. Il s'était pendu, dans notre ancien appartement. Le silence tomba, lourd. Il continua. Je n'ai pas pu revenir. Je n'ai pas su. Tout ce que j'étais, tout ce que je construisais avec toi, s'est effondré. Je me suis effondrée. Et j'ai tout fait pour disparaître, pour te protéger de ce que j'étais devenue. Élise ferma les yeux. Tout en elle hurlait. De douleur, de colère, de compassion, d'amour. Elle s'assit à côté de lui, et sans le regarder, elle dit « Tu ne m'as pas protégée. Tu m'as laissé tomber dans le vide sans m'avertir. » Il ne répondit pas, mais elle sentit sa main, tremblante, chercher la sienne. Elle la laissa faire. Le reste de la journée se déroula lentement. Ils marchèrent, mangèrent peu, parlèrent à peine. Mais dans chaque geste, une vérité commençait à émerger. Ils ne pouvaient plus prétendre que leur histoire n'avait pas de cicatrice. Elle était marquée, entaillée, mais peut-être vivante malgré tout. Le soir venu, dans la chambre, il la regarda longuement. « Tu veux que je parte ?» Elle le fixa, puis murmura « Non, mais je veux que tu restes sans mentir, même dans le silence. » Et alors, pour la première fois, ils se déshabillèrent, non pas pour se posséder, mais pour se regarder, se voir tels qu'ils étaient devenus. Il passa sa main le long de sa colonne vertébrale, lentement, comme on trace une ligne de vie sur un parchemin ancien. Elle posa ses lèvres sur son cou, non pas pour l'exciter, mais pour l'ancrer là, dans le présent. Leurs corps se rejoignirent, enfin, non dans la frénésie, mais dans une lenteur douloureuse, presque sacrée. Un corps contre un corps. Deux mémoires qui s'accordaient à nouveau. Et ce qu'ils firent cette nuit-là, ce n'était pas de l'amour. C'était un adieu à l'oubli. Partie 8. Ce qui ne se dit pas mais se sait le matin suivant. Le silence dans la chambre n'était plus pesant. Il était habité. Il portait la trace des gestes de la veille, du souffle partagé, des regards, qui s'étaient enfin rencontrés sans peur. Élise se réveilla la première. Elle observa Adrien dormir, son visage enfin détendu, presque paisible. Elle aurait pu rester ainsi des heures.
Mais une sensation la traversa, pas d'inquiétude, pas de doute, mais quelque chose de plus subtil, la conscience que ce moment, aussi réel soit-il, était fragile, qu'il ne tiendrait pas tout seul. Elle se leva, prépara du café. Elle savait que ce qui se jouerait aujourd'hui ne se dirait pas avec des mots. Adrien se leva un peu plus tard. Il entra dans la cuisine, torse nu, silencieux, un air presque enfantin sur le visage. Il s'approcha. Ne dit rien. Il posa ses mains sur ses hanches, la serra contre lui. Elle sentit son souffle dans sa nuque, et dans cette étreinte, elle comprit, il avait peur, pas de fuir, de rester. Ils s'assirent pour déjeuner, et tout dans leurs gestes était simple, domestique, du pain beurré, du silence, d'âme miette sur la table. Ils se regardaient à peine, mais leurs corps étaient encore connectés, comme si la nuit avait laissé une empreinte. Puis, au détour d'une phrase anodine, Élise lui posa une question. Et maintenant? Il releva les yeux. Maintenant? Elle ne répéta pas. Elle attendit. Il détourna le regard. Je ne sais pas. 3 mots. Et dans ces 3 mots, tout l'enjeu. Ils partirent d'Étretat le lendemain. Le trajet de retour à Paris se fit dans un calme étrange. Ni gêné, ni serein. Juste, suspendu. Dans le train, Adrien dessinait dans son carnet. Elle lisait un recueil de poèmes italiens. Leurs épaules se touchaient parfois. Et dans ces frôlements, un accord. Mais dès leur retour à Paris, quelque chose changea. Le monde extérieur reprit sa place. Les obligations, les gestes quotidiens, les murs, et avec eux, les anciens réflexes. Adrien devint plus distant. Pas froid, mais flou. Il envoyait des messages moins souvent. Il venait, repartait, sans explication. Élise tenta de ne pas s'inquiéter, mais son corps, lui, savait. Le vide revenait. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle trouva la porte entr'ouverte. Elle entra. Tout était en ordre, sauf un détail. Sur la table, une lettre et une rose noire. Elle ouvrit la lettre, le cœur glacé. Élise, je croyais pouvoir revenir. Je croyais pouvoir rester. Mais je t'emmène avec moi dans chaque silence. Et je me rends compte que je ne suis pas encore capable de vivre là où tu existes. Je t'aime. C'est ma malédiction. Ne me cherche pas. Pas cette fois. Elle s'assit. Tout son corps tremblait. Mais pas une larme ne coula. Elle resta là, immobile, pendant des heures. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle déchira la lettre. Et elle jeta la rose. Ce qu'on ne dit pas. Le corps le sait. Et le sien, à présent, ne voulait plus s'attendre. Pas pour qu'il revienne, mais pour exister, malgré lui. Partie 5. La chambre que nous avions oubliée. La mémoire d'Élise fonctionnait désormais par éclats et fragments d'images, des sensations brèves, des détails qui remontaient sans logique ni chronologie. Elle se souvenait d'une nuit, en Toscane, du goût d'un vin trop chaud, d'un rire étouffé contre l'oreiller. Elle se souvenait aussi des silences, de ceux qui précédaient les départs d'Adrien, de son regard qui devenait lointain, presque abs, comme s'il se retirait déjà du monde. Depuis son retour, il ne lui avait rien demandé, rien exigé. Il était là, présent comme une ombre douce, comme un souffle sur la nuque. Et c'était ça, le plus déstabilisant. Parce elle voulait comprendre, savoir pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Mais, surtout, elle voulait ressentir, à nouveau. Et ce désir-là, plus que toute question, l'envahissait lentement, jour après jour. Un samedi matin, elle reçut une clé, simple, attachée à un ruban noir. Aucune explication, aucun mot, juste une adresse griffonnée à l'encre bleue au dos d'une carte postale, Hôtel des Sables, chambre 19. Ce nom, elle le reconnut immédiatement. Ce n'était pas un hasard. L'Hôtel des Sables se trouvait à Étretat, au nord. Un vieux manoir reconverti, surplombant la mer, un lieu où ils avaient fui une fois, autrefois, pour 3 jours de solitude hors du monde. Elle y avait oublié ses repères, et elle s'y était abandonnée. C'est là qu'il l'avait peinte. Une esquisse jamais terminée. Un nu en contre-jour, allongé sur un lit défait. Ce dessin n'existait plus. Du moins, elle le croyait. Et voilà qu'il l'invitait à revenir. Elle prit le train. Elle ne prévint personne. Le trajet fut long, mais étrange. Elle ne lutte pas, elle ne dormait pas, elle sentait
la vibration du train, le sel dans l'air, les battements de son cœur. À mesure qu'elle s'approchait, quelque chose en elle s'ouvrait comme une faille. Et à travers cette ouverture, une lumière crue, brutale, mais nécessaire. Quand elle arriva à l'hôtel, le ciel était couvert, la mer agitée. Les falaises semblaient plus hautes qu'avant. Chambre 19, troisième étage. Vue sur l'océan. La porte s'ouvrait avec cette clé unique qu'il lui avait envoyée. Elle entra, et elle comprit immédiatement. Rien n'avait changé. La même table en bois brut, les rideaux épais, le fauteuil en velours vert, même la vieille lampe bancale sur la table de nuit. C'était la même chambre, mais il n'était pas là. À la place, un carnet, posé sur le lit, à côté d'un bouquet de pivoine fanées. Elle l'ouvrit. Dame dessin, dame design, toutes des esquisses. D'elle. Dame détail de sa nuque, de ses mains, de son profil. Toujours à moitié inachevé, mais vivant, pulsant, réel. Et entre les pages, une lettre. Tu es la seule chose que j'ai su se dessiner sans tricher. Tu es mon souvenir, ma lumière, et mon mensonge. Je t'ai cherché dans chaque femme, et je t'ai retrouvé dans le silence que tu laisses derrière toi. Je t'attendrai ici, pas demain, pas après. Maintenant, elle sentit son corps se tendre, un mélange de rage, de désir, de vertige. Elle s'allongea sur le lit, pas pour dormir, pour ressentir. Les draps avaient son odeur, et soudain la porte s'ouvrit. Il entra. Adrien. Aucun mot. Il referma la porte derrière lui, posa son manteau, s'approcha du lit, et s'assit au bord. Le silence était si dense qu'on aurait pu entendre un battement de cils. Elle se redressa, le fixa, longtemps, et elle dit enfin pourquoi m'avoir brisé pour mieux revenir. Il baissa les yeux, puis murmura parce que je ne savais pas encore ce que j'étais sans toi. Elle le gifla, lentement, précisément, puis, sans provenir, elle l'embrassa. Un baiser dur, désordonné. Un baiser de colère, de manque, de mémoire. Il ne recula pas. Il la prit dans ses bras comme on serre une corde qu'on a peur de perdre. Et cette nuit-là, ils ne firent toujours rien. Mais leurs corps, enfin, recommencèrent à parler. Parler. Gestes, par le souffle, par la proximité. Le désir ne se disait pas. Il s'habitait. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici. Partie 6, ce que l'on retient en soi dans la chambre 19. Le lendemain matin, la lumière filtrait à travers les rideaux épais comme un rappel du réel. Élise ouvrit les yeux lentement. Elle sentit d'abord l'odeur, celle du bois humide, mêlée au parfum affaibli d'Adrien sur l'oreiller voisin. Il n'était plus là, mais la pièce gardait son empreinte comme une page froissée garde l'encre. Elle se leva nue, sans gêne. Ce corps qu'elle avait tant refusé de sentir, elle le reconnaissait à nouveau. Il portait les stigmates d'une attente, d'une absence, et maintenant, d'un trouble. Sur la table, un carnet, ouvert, et sur la page, une phrase écrite à la hâte, comme si elle l'avait brûlée dans sa main. Je suis descendu marcher sur la plage. Rejoins-moi si tu veux marcher dans le silence. Elle enfila un lent manteau, sans rien dessous. Une provocation discrète, mais surtout une liberté. Elle descendit. L'air marin lui gifla le visage, mais elle sourit. Pour la première fois. Depuis longtemps. Il était là, seul, face à la mer. Il ne se retourna pas. Elle s'approcha, marcha à côté de lui sans un mot. Le sable mouillé s'écrasait sous leurs pas. Le vent jouait dans ses cheveux. Il lui tendit une cigarette, qu'elle accepta sans hésiter. Ils fumèrent, comme deux inconnus liés par une mémoire commune. Puis il dit « Je n'ai jamais su ce que c'était, vivre. Mais avec toi, j'ai su ce que c'était, sentir. » Elle le regarda. « Et pourtant tu es parti. » Il hocha la tête. « J'étais en train de mourir. Lentement. Je n'ai pas fui toi. J'ai fui ce que je devenais auprès de toi. Quelqu'un. De vrai. Et ça me terrifiait. » Elle ne dit rien. Le vent s'engouffrait dans son manteau. Elle frissonna. Pas de froid. Il se tourna vers elle. « Tu veux encore de moi, Élise, telle que je suis, cassée, instable, floue ?» Elle s'approcha, très près. Puis, les yeux dans les siens, « Je ne veux pas te réparer. Je veux te sentir. » Et ce fut la première fois qu'elle le vit pleurer.
pas de manière dramatique, une larme, unique, lourde, et il la prit dans ses bras, sans retenue. Ce jour-là, ils restèrent dans la chambre, pas pour faire l'amour, pas encore, mais pour habiter à nouveau leur espace. Ensemble, ils dessinaient, elle lisait, parfois ils échangeaient un regard, un sourire, parfois ils se taisaient. Mais ce silence-là n'était plus une menace, c'était une promesse. Elle découvrait en lui une tendresse nouvelle, une pudeur. Il ne cherchait plus à séduire ni à dominer. Il se livrait sans armure. Et cela la touchait plus que tout. Le soir venu, ils partagèrent un repas simple, du pain, du fromage, du vin rouge. Et après le repas, il lui montra un tiroir secret dans la chambre. Elle n'en connaissait pas l'existence. À l'intérieur, un tableau, leur tableau, celui qu'il avait commencé à Florence. Le nuit inachevé, elle, couchée, en lumière d'aube, mais maintenant terminé. Il l'avait fini, à distance, année après année. Il lui dit: j'ai mis 8 ans à retrouver ton regard, et une nuit pour le peindre. Elle toucha la toile, et dans ce geste, il n'y avait plus de colère, plus de regret, seulement un battement, sourd, profond et vivant. Partie 3. Ce que le corps n'oublie jamais. La pluie tombait fine sur les toits de Paris, dessinant des arabesques liquides sur les vitres opaques de l'appartement. Élise restait debout devant la fenêtre, nue sous un peignoir en soie qu'elle n'avait pas porté depuis Florence. Ce vêtement était un vestige, un souvenir tactile d'un temps où le silence entre eux n'était pas encore un abîme. Adrien était revenu dans sa vie, mais son retour n'était pas une réponse. C'était une question lancée comme un défi. Que voulait-il? Racheter le passé? Recommencer ce qui avait été brisé? Ou simplement troubler la surface calme qu'elle s'était imposée? Depuis leur rencontre à l'hôtel Orphée, rien n'avait été dit de définitif. Ils s'étaient quittés sans promesse, sans geste, comme s'ils avaient peur de ce que l'un ou l'autre pourrait encore éveiller. Mais son regard, ce regard, il l'habitait à nouveau, et c'était ce regard qui l'avait poussé à rouvrir une boîte qu'elle avait enfermée au fond d'un placard, celle qui contenait des morceaux épars de leur histoire, des cartes postales jamais envoyées, des photos en noir et blanc. Un morceau de tissu taché de peinture, la chemise qu'ils portaient lorsqu'ils avaient visité l'atelier de Sanfrediano. Elle effleura ces objets comme s'ils brûlaient. Leur mémoire avait une température. Les jours suivants furent faits d'attente, d'observation. Elle croyait sentir sa présence, même quand elle ne la voyait pas. Une voiture arrêtée trop longtemps au coin de la rue. Une silhouette furtive derrière un kiosque. Une ombre projetée sur le mur de son escalier. Et pourtant, rien de concret, rien qu'elle puisse confronter. Elle rêvait de lui, pas de leur passé. De lui, maintenant. D'âmes images confuses, sensuelles, intimes, où leurs corps se frôlaient sans jamais se rejoindre. Où le désir montait lentement, douloureusement, jusqu'à devenir insupportable. Et chaque matin, elle se réveillait avec cette sensation dans le ventre. Cette tension. Elle n'était plus seule dans sa peau. Puis, un jeudi, une enveloppe, pas dans sa boîte, glissée sous la porte comme les précédentes. À l'intérieur, une page manuscrite. Son écriture, toujours la même fine, anguleuse, nerveuse. Il y a des choses que le corps n'oublie jamais. Ton odeur, ta nuque, ta façon de frémir avant de t'endormir. Je n'ai jamais touché quelqu'un sans penser à toi. Tu étais partout, même dans mes silences. Elle lut la lettre plusieurs fois, incapable de savoir si elle devait la garder ou la brûler. Mais une chose était claire, il la ramenait dans leur intimité, non pas par la force, mais par la mémoire. Et elle répondait. Son corps, malgré elle, répondait. Ce soir-là, elle décida de ne plus fuir. Elle lui écrivit une réponse. Pas une lettre d'amour, une lettre de défi. Tu joues avec ce que tu sais. Tu me connais assez pour comprendre que je te suivrai, même en brûlant. Mais je veux te voir en plein jour. Je veux la vérité, pas les ombres. Elle glissa la lettre dans une enveloppe, la déposa à l'accueil de l'hôtel Orphée, à l'intention de Monsieur A. Et elle attendit. 2 jours passèrent, puis 3. Rien. Mais au 4e jour, un message sur son téléphone. Un numéro inconnu. Aucun mot. Juste une adresse et une heure, le musée Rodin. Salle des bourgeois de Calais. 18h10. Elle y alla.
Le musée Rodin avait cette majesté silencieuse, mêlant la pierre ancienne aux formes torturées du bronze. Elle entra avec une lenteur cérémoniale, comme si elle s'enfonçait dans une cathédrale du non-dit. La salle était presque vide. Il était là, debout devant le groupe sculptural, les mains dans les poches, les yeux perdus dans les visages pétrifiés de ces hommes enchaînés. Elle s'approcha. Il ne se retourna pas tout de suite. Puis, lentement, il murmura. « Tu crois que l'on peut se libérer de ces chaînes sans en perdre des morceaux ?» Elle ne répondit pas. Ils restèrent ainsi, côte à côte, devant les figures désespérées, leur silence plus épais que les murs du musée. Puis il se tourna enfin vers elle. Il tendit la main. Elle hésita, puis la prit, et ensemble, sans un mot, ils quittèrent la salle. Ce soir-là, ils ne firent rien de spectaculaire. Ils marchèrent longtemps dans Paris, sans direction, parfois en silence, parfois en phrases brèves. Elle lui demanda s'il avait aimé quelqu'un depuis elle. Il répondit non. Elle ne le crut qu'à moitié, mais il lui raconta des fragments de lui qu'elle n'avait jamais entendus. Un internement après une dépression grave. Dame nuit d'errance à Rome. Une tentative de suicide évitée de justesse. Et la peur. Surtout que son amour pour elle les consumait, au point de ne plus savoir vivre. Elle pleura, pas pour lui, pour eux deux. Ils se quittèrent sans promesse. Mais cette fois, elle savait, il ne disparaîtrait plus sans trace. Et elle, pour la première fois depuis 8 ans, dormit sans verrouiller la porte. Partie 4. Là où le désir recommençait était resté silencieux pendant des semaines. Comme deux bêtes blessées qui se tournent autour sans savoir si elles doivent fuir ou s'approcher. Élise continuait ses journées au musée avec la même rigueur, la même grâce distante. Mais il y avait une brèche en elle, une faille qui grandissait à chaque pensée de lui. Adrien ne lui écrivait plus, il ne déposait plus de fleurs, mais il apparaissait, parfois, dans le reflet d'une vitrine, à l'autre bout d'un quai de métro, assis dans un café, lisant un livre sans lever les yeux. Il ne la suivait pas. Il attendait, il habitait l'air autour d'elle. Une présence patiente, muette, et Élise se surprenait à le chercher, non pas avec les yeux, avec la peau. Un soir, elle décida de ne pas rentrer tout de suite. Elle marcha longtemps, au hasard, jusqu'à se retrouver au bord du canal Saint-Martin. L'eau noire, les lampadaires flous dans la bruine. Elle s'assit sur un banc, et là, elle sentit qu'il était proche. Elle tourna la tête. Il était là, adossé à un mur, à quelques mètres. Il ne dit rien, ne s'approcha pas. Elle aussi resta immobile. Mais cette fois, elle fit un geste. Elle retira lentement ses gants, les posa à côté d'elle. Geste simple, anodin. Mais pour eux, il signifiait tout « je ne me protège plus ». Il vint s'asseoir. Le silence entre eux était dense, presque charnel. Elle sentait sa chaleur, l'odeur de sa peau sous la pluie. Elle ne dit pas un mot, lui non plus. Mais dans l'espace entre leurs deux corps, un monde entier se déroulait. Et quand il leva enfin la main vers son visage, ce ne fut pas pour la caresser. Ce fut pour effleurer une larme qu'elle n'avait pas senti couler. Ils ne se virent plus pendant une semaine. Puis, un jeudi soir, elle le trouva devant sa porte. Pas une apparition soudaine, pas une surprise, comme s'il avait toujours été là, invisible, et qu'elle venait juste de le remarquer. Il portait un manteau long. Il avait l'air plus fatigué, plus vrai. Elle ouvrit la porte, le laissa entrer. Il ne demanda rien, elle ne proposa rien, mais ils restèrent là, debout dans le silence, à se regarder comme deux étrangers qui ont trop partagé pour redevenir simples. Et c'est alors qu'il s'approcha, très lentement, pas pour l'embrasser, pour poser son front contre le sien. Ce simple geste, d'une douceur bouleversante, valait toutes les déclarations. Elle ferma les yeux, et dans cette proximité presque insoutenable, quelque chose recommença. Pas l'amour, le désir, celui qui avait dormi pendant 8 ans, et qui revenait maintenant, non pas comme une explosion, mais comme un feu lent, profond, presque sacré. Il resta cette nuit-là. Ils ne firent rien. Ils s'endormirent habillés, sur le canapé, elle contre sa poitrine. Et dans son sommeil, elle crut l'entendre murmurer « Ne me demande pas pourquoi je suis revenue. Demande-moi pourquoi je suis restée. » Le lendemain, elle se réveilla seule, mais sur la table, un café chaud et une rose bleue, impossible, et pourtant là.
Une note, là où le désir recommence, la vérité finit par revenir. Laisse-le venir. Partie 2. Le point visible des choses non dites. Les jours qui suivirent la deuxième rose furent comme suspendus dans une brume trouble, où chaque son semblait trop net et chaque silence trop épais. Élise ne vivait plus dans le présent. Elle flottait à la surface d'une réalité altérée, où chaque détail ordinaire prenait une teinte nouvelle. Un reflet dans une vitrine. Un parfum étranger dans la cage d'escalier. Un froissement de pas derrière elle qu'elle n'osait jamais vérifier. Elle ne pouvait en parler à personne. Qui aurait cru que ce simple geste de Rose, laissé sans un mot, avait suffi à fissurer tout l'édifice méticuleux de sa vie. Elle passait ses journées au musée, plus absente que jamais. Ses collègues notaient son regard fuyant, son air distrait, mais n'osaient pas poser de questions. On la respectait pour sa discrétion et pour son mystère. Mais derrière ces gestes lents, Élise sentait la tempête. Une mémoire qui se rouvrait de l'intérieur, comme une plaie qu'on pensait cicatriser. Un soir, elle retrouva dans une boîte de chaussures des lettres qu'elle avait écrites sans jamais les envoyer, destinées à Adrien, certaines pleines de colère, d'autres de manque. Elle les relut, une à une, les mains tremblantes. Il y avait, dans ces mots, une intensité qu'elle ne reconnaissait plus en elle. Et c'est ce soir-là que la troisième rose apparut. Cette fois, elle était jaune pâle, presque blanche, avec une tige soigneusement enveloppée dans du papier journal italien. Sur le papier, un mot à peine lisible. Tu te souviens de Naples? Elle recula comme si le papier l'avait brûlé. Naples. Le dernier voyage. C'était en juin, 3 mois avant sa disparition. Ils étaient partis presque sur un coup de tête. Un prétexte, une exposition temporaire sur les œuvres méconnues du Caravage. Mais en réalité, il avait eu ce besoin soudain de fuir Florence. De quitter un lieu, une ombre, elle n'avait jamais su quoi. Ils avaient marché dans les ruelles, goûté aux fruits de mer sur le port, fait l'amour dans une chambre d'hôtel délabrée aux murs turquoise écaillés. C'était le seul moment où elle l'avait senti presque libre. Il riait plus souvent, il parlait davantage. Mais surtout, il dessinait. Dame croquis nerveux, rempli de visages sans lieu. Et chaque nuit, il l'observait dormir, pensant qu'elle ne le sentait pas. Ce fut là qu'il lui avait dit « Il y a des choses que je ne peux pas te dire. Pas parce que je ne veux pas, mais parce qu'elles me détruiraient si je les disais. » Elle n'avait pas insisté. Et maintenant, cette phrase revenait, enveloppée dans une rose fanée et un vieux journal. Elle ne savait plus s'il devait pleurer ou fuir. Le quatrième message fut plus direct. Un mot glissé sous sa porte, le vendredi 17, 20 heures. Hôtel Orphée, chambre 304. Tu peux choisir de venir, ou de continuer à oublier. Ah, elle relut la note au moins 20 fois. Chaque fois, son cœur battait plus fort. Et chaque fois, une partie d'elle répondait en silence, « Tu sais que tu iras ». L'hôtel Orphée était un lieu qu'elle connaissait de nom. Un bâtiment discret, presque effacé, situé entre 2 ruelles du Marais. Une façade de pierre grise, une enseigne discrète, aucune fioriture. Elle y était déjà passée 1000 fois sans jamais le voir. Ce soir-là, elle s'habilla lentement, choisit une robe de velours noir, simple, presque austère, mais coupée de façon à révéler la courbe de ses épaules. Elle attacha ses cheveux. Ne mit aucun parfum. Elle ne voulait pas sentir autre chose que lui, s'il était vraiment là. La nuit était froide. Elle marcha à pied, refusant l'idée de se cacher dans un taxi. Chaque pas dans la ville semblait la préparer à un saut sans retour. Le trottoir brillait sous les réverbères. Le ciel était d'un noir mat, sans lune, sans promesse. Devant la porte de l'hôtel, elle s'arrêta un long moment. Elle n'avait pas encore décidé si elle monterait, mais sa main tremblait déjà. Elle entra. Un homme à la réception leva à peine les yeux. Elle murmura « Chambre 304 » et il lui tendit une clé sans un mot, comme s'il savait. Elle monta. Chaque marche résonnait dans sa poitrine. Elle entendait son souffle court. Son cœur cognait si fort qu'il semblait l'avertir « Tu n'en sortiras pas indemne ». Devant la porte 304, elle hésita. Puis elle frappa. Une fois, 2 fois. Silence. Elle s'apprêtait à partir quand la porte s'entr'ouvrit. Pas un mot, pas un visage visible. Juste une main qui l'ouvrait à demi, lentement. Et dans la pénombre, une voix familière « Tu es venu ». Ce n'était pas une question, c'était une certitude. La pièce était sombre. Un rideau à demi tiré. Une lampe allumée sur le coin d'un bureau.
et lui, assis dans un fauteuil, le visage à moitié dans l'ombre. Adrien. Il n'avait pas changé. Ou plutôt, il avait changé d'une manière que seule elle pouvait percevoir. Plus mince, le regard plus lourd, une barbe mal rasée. Mais cette voix, ce timbre rauque, profond, chargé de silence et de promesses non tenues, c'était toujours lui. Il ne bougea pas, ne se leva pas. Il la regarda seulement, longtemps, comme s'il essayait de vérifier qu'elle était réelle. Et puis il dit, très bas, je n'aurais pas dû revenir. Mais je n'ai jamais su partir vraiment. Élise ne répondit pas. Elle s'approcha lentement, s'assit face à lui. Elle avait mille choses à dire, mille colères, mille questions. Mais rien ne sortit. Seulement un souffle, seulement ses yeux qui brûlaient. Ils restèrent ainsi, deux présences chargées d'histoire, deux corps distants d'un mètre, mais liés par 8 ans de silence. Il prit enfin la parole, lentement, comme s'il déroulait une confession impossible. Il parla de Florence, de Naples, de son enfance brisée, de son frère disparu, de ses crises d'angoisse, de la peur de transmettre ce qu'il portait en lui, du besoin de fuir ceux qu'il aimait pour ne pas les détruire. Et elle l'écouta, sans l'interrompre, parce qu'au fond, elle savait tout cela. Elle l'avait toujours su, même sans l'entendre. Lorsqu'il tendit la main vers elle, elle recula légèrement, pas par peur, par lucidité. Elle murmura enfin pourquoi maintenant? Il ferma les yeux. Parce que je crois que je suis prêt, ou que j'ai trop perdu pour continuer à me taire. Ils restèrent ainsi, dans ce non-lieu suspendu, au bord d'un choix qu'aucun des deux ne savait nommer. Et quand elle sortit de l'hôtel, 2 heures plus tard, elle savait que rien ne serait plus jamais pareil. Titre du récit, Les silences de l'ombre, introduction générale. Et si le plus grand mystère n'était pas ce que quelqu'un cache, mais ce que vous refusez de voir en vous-même. Voici une histoire d'amour, mais pas une histoire douce. C'est une histoire où chaque geste tremble de ce qu'il n'ose pas dire, où chaque silence est un cri retenu. Un récit de regard qui brûle sans toucher, de peau qui se souvient même après l'oubli. Les silences de l'ombre vous plongent dans les profondeurs d'un amour abandonné, qui revient comme une ombre imprévisible, intime, troublant. Un voyage psychologique et sensuel à travers les rues pluvieuses de Paris, les souvenirs brisés de Florence et les abîmes d'un désir inachevé. Partie 1. Le 6e étage et les brèches du silence là-haut, dans les hauteurs silencieuses. De Montmartre, il y avait un appartement que personne ne remarquait. Ni les touristes égarés cherchant la place du tertre, ni les voisins discrets du rez-de-chaussée, ni les amoureux passagers qui s'embrassaient dans la cage d'escalier en se promettant des éternités qui n'arriveraient jamais. Mais cet appartement-là avait un battement propre, un rythme intérieur, un cœur à part entière, et il battait au rythme d'Élise. 32 ans, un visage dont la beauté ne sautait pas aux yeux, mais qui, à la seconde observation, laissait une empreinte presque douloureuse. Une peau diaphane, des cils longs, un regard qu'on n'osait pas soutenir trop longtemps, non pas par peur, mais par pudeur, parce que dans ces silences, il y avait des échos qu'on préférait ne pas réveiller. Elle vivait seule, volontairement, depuis des années. Son appartement, situé au 6e étage sans ascenseur, était un monde clos. Il sentait l'encens discret, la cire d'abeille et la page ancienne. Un lieu figé dans une élégance calme, presque clinique, comme si le désordre ou l'émotion risquait d'y être interdit. L'espace était baigné de lumière douce, tamisé par des rideaux en lin naturel. Aucun objet inutile, aucun bruit parasite. Chaque chose avait sa place et rien ne débordait. Elle se levait toujours à la même heure. 6h42. Jamais 6h40. Jamais 6h45. Chaque geste, chaque détail de sa routine était savamment orchestré. Elle préparait un thé vert japonais, au jasmin discret. Elle lisait 3 pages d'un roman italien qu'elle connaissait par cœur. Puis, elle enfilait l'un de ses manteaux sombres, ajustait une écharpe autour de son cou et quittait son sanctuaire pour traverser la ville vers le musée où elle travaillait depuis 6 ans. Conservatrice d'art, spécialiste des écoles toscanes, de la Renaissance. Une femme discrète dans un monde feutré. Mais ce qu'aucun collègue ne savait, ce que personne n'aurait pu soupçonner, c'est qu'Élise portait en elle un vide. Un manque aussi profond qu'un gouffre sans fond. Quelque chose qu'elle ne nommait plus depuis longtemps par crainte de le faire revivre. Un nom, un regard, un passé. Adrien.
Et ce nom, ce regard, ce passé allait revenir ce soir-là, par une rose. Ce jour-là, elle termina sa journée plus tôt que prévu. Une réunion annulée, un ciel trop bas, une envie soudaine de silence. Elle prit le métro comme à son habitude, ligne 12, puis monta à pied les 6 étages de son immeuble, saluant à peine la voisine du 3e. Mais lorsqu'elle poussa la porte de son appartement, quelque chose avait changé, rien de visible. Immédiatement, pas de désordre, pas de bruit, et pourtant une vibration différente, comme un souffle dans l'air. Un frisson le long de l'échine, une chaleur étrange dans la gorge. Elle referma la porte lentement, enleva ses gants, resta debout, immobile, à écouter. Le silence avait un poids ce soir, un grain particulier. Il n'était pas vide, il était chargé. Et alors elle la vit, la rose, posée sur la table basse du salon. Une rose rouge foncée, d'une nuance presque noire, comme si elle avait été plongée dans du vin ou dans le sang d'un secret. Aucune trace de vase. Juste la fleur, nue, reposant sur le verre de la table, parfaitement centrée. Son souffle se coupa net. Elle s'approcha, les mains tremblantes. Ses doigts frôlèrent les pétales sans les toucher. Une odeur sucrée, puissante, presque insupportable. L'odeur d'un souvenir qu'on avait cru enterré. Elle regarda autour d'elle. Rien ne semblait forcé. La serrure intacte. Les fenêtres fermées. Aucun signe d'effraction. Et pourtant, quelqu'un était entré ici. Quelqu'un savait. Elle s'assit lentement, fixant la rose comme on regarde une menace invisible. Et dans le tumulte intérieur qui s'élevait, une évidence surgit. Ce n'était pas un inconnu. Ce n'était pas une erreur. C'était lui, Adrien. Son prénom explosa dans sa poitrine comme un feu lent. Un goût revenu d'un baiser ancien. Un poison oublié. Un homme qu'elle avait aimé, au point d'en perdre pied, et qu'elle avait détesté d'avoir disparu sans explication. Sans un mot, sans un regard. Cela faisait 8 ans. Ils s'étaient rencontrés à Florence. Elle, jeune diplômée française, passionnée d'art. Lui, restaurateur indépendant, moitié italien, moitié français, dont la réputation grandissait. Dans les cercles privés, ils s'étaient croisés dans une galerie secondaire du Palazzo Pitti, un soir de vernissage. Il portait une chemise sombre, les manches remontées. Ses mains étaient tachées de pigments. Et son regard, ne la quittait pas. Dès le premier soir, il lui avait dit « Tu regardes les œuvres comme si elles pouvaient encore parler ». Et elle avait répondu « Et toi ?» comme si tu voulais les faire taire. Ils avaient ri, puis ils avaient brûlé. Leur histoire avait duré 8 mois, une éternité, une descente lente dans une passion sensuelle, complexe, obscure. Ils faisaient l'amour comme on lutte, ils se regardaient comme on s'analyse. Il y avait des jours d'extase, d'âme nuit sans sommeil, et parfois des silences qui hurlaient dans la pièce. Il ne parlait jamais de son enfance. Jamais de sa famille, jamais de ce qu'il faisait lorsqu'il disparaissait 2 ou 3 jours sans prévenir, mais il revenait toujours, et elle acceptait, parce qu'il suffisait qu'il la touche pour qu'elle oublie. Jusqu'au jour où il n'est plus revenu, elle avait attendu, puis cherché, puis cessé de respirer, et finalement survécu. Mais ce soir-là, avec cette rose posée devant elle, tout reprenait. Elle passa la nuit sans dormir. Elle ouvrit les placards, vérifia chaque recoin, chaque serrure. Elle tenta d'écrire une lettre, mais sa main tremblait. Trop. Et le lendemain matin, une deuxième rose, blanche, glissée sous sa porte. Aucune note, aucune signature. Cette fois, elle éclata en larmes. Pas de peur, de reconnaissance. Elle n'était plus seule dans sa mémoire. Il était revenu. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres, et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici. Partie 14. Ce qui reste quand tout s'éteint-il arrive un moment où l'on cesse de regarder en arrière non par oubli, mais parce que l'on a enfin accepté que le passé est un lieu où l'on ne vit pas. Élise s'éveilla ce matin-là, avec une paix étrange dans la poitrine. Non pas un apaisement complet, mais une sorte de respiration plus fluide, moins crispée. Adrien n'était plus un poids. Il était une forme, une trace, un angle dans le regard. Elle sortit de chez elle sans but précis. Paris semblait différente, ou peut-être était-ce elle.
Chaque façade, chaque reflet, chaque fragment de ciel entre les immeubles tout lui parlait doucement, sans drame, sans urgence. Elle s'arrêta devant une vitrine, regarda son reflet, longtemps. Elle ne se jugeait plus, elle se constatait, et cela suffisait. Une amie, rencontrée récemment lors d'une lecture publique, lui proposa une résidence artistique. Un mois dans le sud, au bord de la mer. Auparavant, Élise aurait dit non, par peur, par attachement au connu, par crainte de laisser un lieu que lui pourrait un jour réhabiter. Mais cette fois, elle dit oui. Elle passa 4 semaines dans une maison blanche aux volets bleus, entre lavande et sel. Elle peignit chaque jour, elle écrivit, et surtout, elle ne pensa pas à Adrien, pas parce qu'il n'existait plus, mais parce qu'il n'était plus le centre. Il était un chapitre. À la fin du séjour, elle reçut une enveloppe, glissée sous sa porte. Aucun nom, aucun timbre, juste son prénom, tracé à la main. À l'intérieur, une photographie, en noir et blanc. Elle, à Florence. 8 ans plus tôt. Elle riait. Elle tenait une glace fondue. Ses yeux étaient fermés. Et dans l'ombre, derrière elle, on devinait Adrien, flou, mais là. Au verso, une simple phrase, le passé n'est pas fait pour être oublié, mais pour être déposé. Je te laisse le mien, fais en ce que tu veux. Aucune autre note. Élise resta debout longtemps, la photo en main, puis elle la plaça dans un cadre, pas sur une étagère, sur un mur, mais pas dans la pièce principale, dans un couloir, un passage, un lieu de transition, et elle comprit que c'était ça, désormais, il ne serait plus un lieu de vie, mais un lieu traversé et respecté. Ce soir-là, elle s'endormit sans musique, sans lumière, et pour la première fois depuis des années, elle ne rêva pas de lui, elle rêva d'elle, debout, au bord d'une falaise, et derrière elle, le silence, mais un silence qui ne faisait plus peur, un silence qui appartenait enfin au présent. Partie 15, là où finissent les silences, la fin n'est pas toujours un point. Parfois, c'est une virgule, une pause, un souffle avant un nouveau départ. Élise le savait, désormais, et c'est avec cette certitude douce qu'elle se leva ce dernier matin. Pas de musique, pas de rituel, juste une respiration claire, profonde. Paris lui appartenait à nouveau, non comme un décor figé, mais comme un espace mouvant, respirant, changeant. Elle portait en elle tout ce qu'elle avait traversé, et elle n'en effaçait rien. Adrien, les roses, les lettres, les silences, les ruptures, les retrouvailles, les départs, tout était là, mais plus rien ne l'alourdissait. Ce jour-là, elle ouvrit un cahier neuf, et au lieu d'écrire pour comprendre, elle écrivit pour créer une nouvelle histoire, pas autobiographique, pas thérapeutique, juste un récit d'une femme qui avait aimé, qui avait perdu, et qui s'était retrouvée. Elle écrivit pendant des heures, le soleil coulant lentement, sur les pages blanches devenues vivantes, et au fil des mots, elle se détacha, non par rejet, par amour. Quelques mois plus tard, son premier roman fut publié. Titre: Les silences de l'ombre. Pas sous son nom complet, sous un pseudonyme. Elle ne voulait pas qu'on sache. Elle voulait que le texte parle seul. Et il parla à d'autres femmes, à d'autres hommes, à d'autres histoires. D'âmes lettres lui parvinrent, d'âmes inconnues touchées, remuées, transformées. Et c'est là qu'elle comprit ce qu'elle croyait être la fin n'était que le début de quelque chose d'autre. Un soir, dans une petite librairie, elle assista à une lecture de son livre. Non pas par elle, par une comédienne. Elle s'assit au fond de la salle, incognito, et quand elle entendit la dernière phrase lue à voix haute, elle eut un frisson. Il y a des amours que l'on ne quitte jamais, pas parce qu'ils nous retiennent, mais parce qu'ils nous ont changés, et que cette trace-là est notre vérité la plus intime. Un homme, assis 2 rangs devant elle, tourna légèrement la tête. Il semblait reconnaître les mots, peut-être même l'avoir vécu, mais il ne la vit pas. Et elle, cette fois, ne chercha pas à être vue. Elle se leva avant la fin, sortit dans la rue fraîche, et marcha, vers rien, vers tout, vers la suite. Elle ne sut jamais si Adrien avait lu le livre, mais quelque part, elle s'en moquait, parce que l'écho qu'il avait laissé en elle avait enfin trouvé sa forme, pas une forme figée,
mais une forme offerte. Et c'est ainsi que les silences prirent fin, pas en criant, mais en murmurant « Je suis là, je suis toi, tu peux continuer ». Nous arrivons à la fin de cet épisode. Si l'histoire vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour suivre la suite et partagez vos impressions en commentaire. Votre avis est très important pour nous.